Bien, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau télé de la FHP en compagnie de mon invitée Sabine Biot. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons nous intéresser à la santé mentale avec vous. Vous dirigez la clinique Beaupuy à Toulouse, c'est bien cela? Absolument. Alors merci d'être avec nous. Première question, quelles sont les spécificités des autorisations que vous devez avoir, vous, les cliniques psychiatriques? Alors nous sommes toutes sur de la psychiatrie générale, dans un socle commun d'autorisation en psychiatrie. Et ensuite, en fonction des établissements, nous pouvons avoir des spécificités, notamment liées à des autorisations. Et par exemple, sur la clinique de Beaupuy, nous avons environ 170 lits et 2 autorisations très particulières que sont la psychiatrie sous forme d'hospitalisation à domicile ainsi que les soins sans consentement. Alors, on va y venir. Sabine Biot, est-ce que votre établissement représente l'ensemble de la profession? Alors donc, dans son socle général, bien sûr, chacun va avoir effectivement des spécialisations sur certaines populations, par exemple, comme les jeunes adultes, qui sont aujourd'hui un véritable enjeu majeur de santé en France, mais également donc sur des autorisations plus particulières, comme je le disais préalablement. Alors, on va y venir. Quels sont les différents types quels sont les profils, des patients? Alors, un peu comme le disait tout à l'heure Frédéric Sanguignol, nous avons tous les mêmes patients avec des pathologies qui peuvent être différentes. Ça va des pathologies légères aux pathologies les plus lourdes. Totalement. Et effectivement, on peut considérer que, par exemple, en hospitalisation à domicile, nous allons avoir des patients qui peuvent être considérés comme plus légers parce qu'à domicile avec une prise en charge, mais celle-ci est de la même intensité qu'une hospitalisation classique et qui peut même aller jusqu'à la prise en charge des patients en soins sans consentement, qui, on pourrait le dire, est la partie la plus sévère de la prise en charge en psychiatrie. Quels sont les profils des patients qui justement bénéficient de l'hospitalisation à domicile? Alors ce sont des patients qui ont la possibilité d'être pris en charge dans leur lieu de vie, que ce soit leur domicile avec un étayage, avec des aidants, un entourage, voilà, une capacité à rester à domicile. Et on l'encourage parce que c'est aussi ce qui fait le soin et la vie d'un patient, c'est-à-dire effectivement de ne pas rentrer dans un cursus d'institutionnalisation, mais bien de soins adaptés avec des équipes qui viennent tous les jours à domicile, des équipes infirmières qui sont là 7 jours sur 7, un passage médecin-psychiatre par semaine, une assistante sociale qui fait un travail formidable, et tout ça dans le cadre d'une autorisation qui est pour la clinique de Beaupuy la seule dans le privé en France, puisque celle-ci était au départ réservée à la sectorisation et donc à l'hospitalisation publique. Alors, il y a eu une réforme, je voudrais que vous me disiez en quoi la HAD est concernée. Alors en fait, l'hospitalisation à domicile, donc comme je le disais, était réservée à la sectorisation publique et de façon assez extraordinaire et malheureuse, on peut le dire et le mot est faible, disparaît de la réforme des autorisations puisque cette intensité d'hospitalisation n'existera plus. On passe sur des soins intensifs à domicile, ce qui ne revêt pas l'intensité de l'hospitalisation avec tout ce qui va être circuit du médicament et pérennité de la prise en charge avec astreinte médicale, etc. Sabine, vous pouvez peut-être nous rappeler quand même les points principaux de cette réforme? Alors le point principal de la réforme, c'est un peu comme on le disait sur le SMR précédemment, nous avons des autorisations, on va dire fléchées, des autorisations qui sont réservées au secteur public et des autorisations effectivement auxquelles nous avons accès, type hospitalisation de jour, mais des autorisations qui restent réservées au secteur public. Aujourd'hui, la réforme des autorisations change quelque peu, puisque nous devons avoir le panel entier des prises en charge dans nos autorisations, et si nous ne l'avons pas en autorisation en propre, nous devons conventionner et créer des partenariats sur nos territoires avec l'ensemble des établissements pour arriver à avoir effectivement une couverture de l'ensemble des champs. Donc on imagine que ça a des conséquences importantes pour vous et pour les patients également. Bien évidemment, puisque comme je vous le disais par exemple sur l'HAD, à Toulouse, nous prenons en charge plus de 300 patients par an. Ça représente 30 places, donc 30 lits qui potentiellement ferment demain, et avec effectivement 350 patients qui n'auront pas le même avenir, puisque aujourd'hui l'hospitalisation à domicile répond non seulement à une hospitalisation classique, mais aussi à une vision propre du patient qui a besoin aussi de rester dans son lieu de vie.
Alors, vous parliez tout à l'heure de l'hospitalisation sans consentement, hein. Concrètement, comment ça se passe chez vous et quelles sont les autorisations? Alors, les autorisations, de la même façon, sont réservées de façon historique au secteur public, si ce n'est qu'il y a eu, en fonction de l'histoire des territoires, quelques autorisations privées, 6 ou 7 en France en privé lucratif, qui ont été données. Par exemple, à Toulouse, c'est AZF, puisque lors de l'explosion d'AZF, l'hôpital Marchand a été terriblement impacté. Et les établissements du territoire ont participé à la prise en charge des patients et la clinique de Beaupuy s'est positionnée pour prendre en charge les patients en soins sans consentement. Et depuis 2005, nous avons une autorisation qui a évolué de 20 lits. Aujourd'hui, avec la crise des urgences psychiatriques, nous sommes arrivés à 40 lits. C'est une prise en charge qui va être particulière dans les ressources qu'elle mobilise, dans une compétence particulière et une approche du patient qui est effectivement très importante. On n'est pas sur des malades extrêmement difficiles, plus difficiles que d'autres. On est vraiment sur un épisode de la prise en charge du patient qui est fondamental parce qu'une crise extrêmement aiguë. Et donc, dans ce temps-là, il faut arriver à renouer avec l'alliance thérapeutique du patient, arriver à ce que les équipes réapprochent le patient pour qu'il revienne dans le soin. Puisqu'on sait que la problématique souvent de nos patients, c'est arriver à avoir ce fil du soin, ce continuum du soin avec de gros problèmes à la fois somatiques et psychiatriques. On sait que les demandes en santé mentale, de soins en santé mentale ont explosé depuis le Covid. Oui, absolument, et plus particulièrement sur la population des jeunes adultes qui a été terriblement impactée et qui nécessite aujourd'hui une grande cause nationale dont on parle beaucoup et qui a toute notre attention parce qu'effectivement une population qui est extrêmement fragilisée, qui a besoin de soins et qui aujourd'hui n'a pas forcément une lisibilité des parcours qui répond à leurs besoins. Quel est l'avenir de cette réforme alors? Comment vous la voyez? Alors, dans son fondement, cette réforme a l'avantage d'envisager tous les champs nécessaires à la prise en charge en psychiatrie et de nos patients. La difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à faire que ces parcours soient lisibles, à la fois pour les professionnels et pour les patients, d'arriver à ce que chacun arrive à trouver une structuration territoriale, puisqu'aujourd'hui on est dans la structuration territoriale. Le patient aujourd'hui il a besoin de voir son parcours de soins et son parcours de vie. On ne peut plus les dissocier et il faut arriver à lui donner cette perspective pour qu'il ne lâche pas le soin dans sa vie. Et aujourd'hui, on a du mal à voir l'impact positif de cette réforme des autorisations parce qu'il y a le biais aussi de la réforme du financement qui nous occupe depuis 2022. Il faut rappeler que malheureusement, il y a des patients qui décrochent. Absolument. Soit parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à tenir le fil de son projet de vie et de soins psychiatriques, soit aussi parce que ce sont des patients qui ne vont pas faire attention à eux et qui vont arriver avec des pathologies somatiques qui, on le sait, ont plus d'impact sur eux que sur d'autres. Sabine Bio, je voudrais que vous me parliez de ce virage ambulatoire et puis je voudrais qu'on dise un mot sur cette campagne de tarification, puisque effectivement tout s'arrête le 3 juin et vous, vos patients, comment vous allez gérer? Alors effectivement, la réforme des autorisations et du financement nous pose un problème de visibilité et de pérennisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir une vision de structuration de l'offre dans le cadre de partenariat, que chacun ait effectivement son action auprès de son patient dans sa prise en charge générale, que toutes les prises en charge puissent être offertes à ces patients-là avec cette vision du continuum. Une offre de soins globale est nécessaire pour ces patients-là. La réforme du financement, elle est très compliquée parce que si elle sauvegarde le financement actuel, elle ne laisse absolument aucune place ou en tout cas aucune sécurité dans la vision de ce que l'on pourrait proposer aux patients en termes d'innovation ou de nouvelles prises en charge. Le virage ambulatoire, on en parle quand même depuis à peu près 20 ans. Oui. L'HAD est né dans la circulaire de 2004 et aujourd'hui de voir celle-ci se fondre dans des soins à domicile, c'est profondément délétère pour nos patients. Après le virage ambulatoire, on essaie de le proposer. Nous essayons de proposer des centres de jour qui justement puissent
aborder une prise en charge à la fois somatique et psychiatrique pour nos patients, qu'effectivement on puisse avoir une offre globale, et puis une prise en charge qui soit un peu innovante avec une équipe pluriprofessionnelle, des psychiatres, des infirmiers, des psychologues, mais également un lien avec le somatique, et puis par ailleurs un parcours de digitalisation. C'est que les jeunes sont très impactés aujourd'hui, et leur offrir cette capacité de tenir le fil, tenir un entretien, tenir un engagement de rendez-vous. Le digital, le digital permet aussi à un patient de pouvoir contacter son médecin, son infirmier, sa psychologue, un peu au moment où il en a besoin. Alors, pas une réponse, mais ça permet de garder le fil et qu'il tienne effectivement dans cette durée du soin. Allez, dernière question, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Les prochaines étapes pour nous, c'est les ouvertures justement de ces dossiers d'autorisation dont on a beaucoup de mal à connaître effectivement tous les contours. Alors, on commence région après région. Le groupe Ramsay Santé participe à la prise en charge des patients sur tout le territoire français. Mais aujourd'hui, effectivement, on se confronte à de grandes difficultés d'arriver à savoir comment on conventionne et de façon un peu territoriale, puisqu'effectivement, c'est les parcours de nos patients qui doivent primer dans tout ça. Bah écoutez, en tout cas, merci d'être venu nous en parler. Merci bon retour à Toulouse. Merci beaucoup. Cette belle ville rose. Merci beaucoup, Sabine. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis.